Voilà, j'habite à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. On m'invite à faire des conférences dans les écoles, dans les cégeps, les universités, dans la francophonie en fait, parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, pourquoi je suis là finalement, c'est que j'ai des textes qui ont commencé à être étudiés dans les écoles. Donc, dans les manuels scolaires de niveau secondaire 1, secondaire 5, dans les cégeps, universités francophones au Canada et aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ça fait 28 ans que j'écris de la poésie. Et voilà, les textes ont voyagé de cette façon-là, puis ça m'a apporté à faire des conférences dans les écoles depuis peut-être 13-14 ans. Parfait. Puis là, ces textes en français là, qui sont étudiés dans les écoles, j'imagine, ou... Parce que tu chantes aussi en Anishinaabe Moumène, puis là, tu es en français. Ouais, c'est jamais la même... On n'est jamais dans la même raison. C'est pour ça que c'est devenu un échange comme ça. Un échange. Je trouve un échange. Il y a des manuels scolaires. Je suis dans les manuels scolaires de niveau que j'ai jamais appris. Mais je l'ai dit aux jeunes, c'est important de dire, c'est difficile. Et pourquoi je dis con, c'est ça? En français. En français, oui, exactement. Mais on n'évite jamais pour les bonnes raisons. Dans le sens que, il y a plusieurs raisons. Il y a des écoles qui m'invitent parce que certains des textes sont dans des manuels d'histoire. Et on m'invite parce que je suis autochtone, parce que je viens d'une réserve indienne, et ils veulent mon point de vue par rapport à ça. Donc, il y a des directions d'école qui sont comme ça serait le fun que tu viennes remplacer le prof d'histoire, littéralement, ça c'est le fun, et que tu viennes parler de ça. Il y a d'autres écoles qui m'invitent parce que je suis dans leur manuel de français. Donc, ils veulent que j'aille parler de poésie, d'atelier d'écriture, d'islam. Donc, c'est un mélange de tout ça, et je me suis jamais caché sur ma foi, ma spiritualité. Et il y a des écoles chrétiennes qui m'invitent, il y a des écoles qui m'invitent aussi parce qu'ils vont étudier certains textes dans les éthiques et cultures religieuses. Je suis vraiment pas pour la religion, mais je veux dire, spirituellement, ils veulent que j'aille parler de ça. Donc, c'est trois aspects complètement différents sur lesquels ils font partie de moi, en fait, et qu'on m'invite dans les écoles. Donc, des fois, c'est pour ça que c'est devenu un échange. Parce que des fois, ils me demandaient de mélanger ces trois sujets-là. Et c'est ces trois entités que je porte. Puis des fois, un ne plaît pas à l'autre, l'autre ne plaît pas à l'autre. Puis, à un moment donné, j'étais comme, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, c'est un peu ça le défi, je pense. Je peux pas dire que c'est un défi. Fait que c'est français, histoire, spiritualité. Fait que les conférences, quand j'ai commencé à en faire il y a 14 ans, 13-14 ans, je me rappelle, on me demandait d'y aller pour X raisons. Et j'étais comme, qu'est-ce que je vais leur raconter aux jeunes dans les écoles? Et à un moment donné, je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que voulait dire une conférence. Est-ce que vous savez? C'est quoi? Ensemble, proche. Partage, proche. En fait, littéralement, c'est un rassemblement de gens qui s'unissent pour parler d'un sujet commun. Et c'est ça une conférence. Et j'ai plié mes livres, j'ai tout fermé, je me suis dit, OK, je vais prendre la route. Et je suis allé dans les écoles secondaires depuis un petit bout, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a en commun? Et je suis parti avec cette question-là, à aller voir les jeunes dans les écoles, à leur poser des questions, à savoir c'est quoi votre plus grand rêve, c'est quoi votre plus grande peur, à quoi vous vous identifiez, en fait. Et c'est devenu une question qui était cruciale pour moi d'aller me poser dans les écoles avec les plus jeunes. Puis c'est comme ça que j'ai pris la route finalement. Je suis contente que tu mentionnes l'identité, parce qu'aujourd'hui, étant le jour des franco-ontariens et franco-ontariennes, moi par exemple, évidemment, je suis franco-ontarienne, je m'identifie. Mon identité, c'est vraiment la francophonie en Ontario. Mais je sais que des fois, il y a des gens qui ont peut-être ces défis-là, ils ont comme plusieurs identités, puis ils savent comme pas où se placer. Fait que là, j'imagine, si on t'invite dans différentes conférences, tu sais, c'est un peu, je sais pas, juste, ouais, le côté identitaire, comme ton partager. Mais on nous demande souvent, on vient d'où, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, quand on présente quelqu'un à nos proches, tu sais, on arrive avec, quand on est jeune, ou on présente copain, copine, peu importe, 2024, c'est dans le même dur à dire. Mais, ok, j'irai pas là, promis. Mais
On demande souvent à la personne qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, avant de lui demander qui elle est. Et ça, je trouve que c'est un problème et on pose des questions à l'envers. Les jeunes dans les écoles, je veux dire, moi j'ai mon ado, j'ai 3 enfants. Un qui commence l'école maternelle et un qui est rendu au cégep. Et toute son école secondaire, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Et il ne sait pas. Et il ne peut pas le savoir. Et il ne peut pas, tant qu'il n'y a pas de passion, tant qu'il ne développe pas la personne qu'il est et qu'il ne choisit pas de nourrir cette identité-là, tu ne peux pas savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et si on vous pose la question, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous nourrissez la personne que vous êtes? Ça, probablement, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Et ça a été une question, tu sais, si je reviens à pourquoi je fais ce métier-là dans la vie aujourd'hui, c'est que, tu sais, j'ai grandi sur une réserve indienne. Je sais qu'on ne dit plus ça aujourd'hui, il ne faut plus dire ces choses-là, mais c'est ça. Et c'est super complexe, hein. C'est vraiment complexe d'être Indien au Canada. C'est très, très complexe. On peut peut-être en parler, mais... et moi, je suis métisse. Ma mère vient de Picogan, mon père venait d'Amos. Et moi, quand j'étais jeune, à Picogan, les jeunes me battaient, puis je mangeais des pas pires volés parce que pour eux, j'étais un blanc. Et à Amos, même chose, quand j'allais chez mon père, les jeunes me tapaient dessus parce que pour eux, j'étais un Indien. Et fin des années 80, là, il y avait beaucoup de skinheads. Je ne sais pas si on est connu, on en voit beaucoup moins aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. Je me rappelle, je ne sais pas si... il y avait des autobus de ski qui partaient de Montréal, de Québec, qui s'en venaient en Abitibi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autres nationalités. Tu sais, c'était les cowboys, les Indiens. C'était ça. Il y avait juste... On ne connaissait pas d'autres... On ne connaissait pas de personnes d'immigration, quoi que ce soit, rien. Donc, il y avait des papiers bagarres par rapport à ça. Puis moi, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je me faisais ramasser par des skinheads parce que pour eux, j'étais un Indien. Et à un moment donné, à l'âge de 8 ans, je suis rentré en famille d'accueil. Et une super bonne famille, j'étais chez le pasteur du centre chrétien d'Amos. Et il y avait 6 enfants, j'étais le 7e en adoption dans ce temps-là. Et je devais aller dans une école chrétienne. Et je devais passer devant une école publique. Et l'école chrétienne fallait porter un uniforme. Et c'était atroce. Et je devais passer devant une école publique à tous les jours. Et les jeunes de l'école publique me voyaient passer. Puis parce que j'étais différent d'eux, ils venaient me taper. Tu sais. Pour moi, c'était comme je mangeais des volets parce que j'étais un Indien. Je mangeais des volets parce que j'étais un blanc. Puis je mangeais des volets parce que j'étais un chrétien. Tu sais, tout ça entre 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et à l'âge de 12 ans, j'étais comme je suis qui? Je suis qui, moi, d'abord et avant tout? Avant de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ben, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire de la poésie, j'ai commencé à essayer de me comprendre moi-même. Et j'ai commencé à... Ça a été un cheminement plus par rapport à mon identité. Et ça, je pense que ça m'a permis de découvrir que je pouvais être 100% l'un, 100% l'autre. Et tout ça était ma personne, finalement. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai axé, en essayant d'écrire de la poésie, en essayant de former ma propre identité. Tu sais, il y en a plein des jeunes qui, parce qu'ils sont de nationalités différentes, parce qu'ils sont différents tout simplement, ils ont des sentiments d'infériorité ou qui se font intimider dans les écoles ou parce qu'ils sont différents, mais attendez une minute, être différent c'est une force. Et ça nous emmène dans des chemins hors des sentiers battus souvent, puis ça nous donne un don. Puis ça, j'ai appris aussi dans le dictionnaire qu'un don, c'est pas être meilleur que quelqu'un dans quoi que ce soit. Au contraire, avoir un don, c'est de vivre quelque chose qui un jour va aider quelqu'un qui va vivre exactement la même chose que toi. C'est ça un don. Et je pense que c'est pas arrivé pour rien. Puis je pense que de me promener aussi, d'aller raconter ça aux plus jeunes dans les écoles secondaires, ben il y en a qui font comme OK, c'est peut-être pas pour rien ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puis même si c'est difficile, même si on ne comprend pas sur le coup, un jour ça fait du sens. Et on est là pour une raison finalement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se poser la question à savoir qui on est avant de demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Ça devient peut-être secondaire pour moi de rencontre. En fait. C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé? Ça peut être dans différents contextes. C'est de parler en public. Ah ouais, j'ai la chienne de parler en public. C'est ma plus grande peur. Tu sais, c'est ma plus grande peur. Encore à ce jour,
je m'en suis rendu malade. Il faut que je le fasse modérément. Je ne peux pas prendre trop de concerts dans une année et trop de conférences. Il y a 11 ans, j'ai littéralement crashé. Et c'est pour ça que je demande aux jeunes dans les écoles, c'est quoi ton plus grand rêve et c'est quoi ta plus grande peur? Parce que tant aussi longtemps que tu n'es pas capable de la nommer, cette peur-là va te bloquer toute ta vie, probablement même à aller réaliser tes plus grands rêves. Et je vais toujours me souvenir de ce moment-là dans ma vie à l'âge de 30 ans. À l'âge de 28 ans, j'ai retrouvé mon père. Mon père était itinérant à Montréal. Et à l'âge de 28 ans, j'ai passé les 2 dernières années de sa vie avec lui. En situation d'itinérance, puis c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Je vais être porte-parole de la nuit des sans-abri le 18 octobre prochain à Montréal. Tout le Québec participe à ça. Quand j'ai retrouvé mon père, l'été de mes 30 ans, je devais faire une tournée de spectacle. C'est fou parce que tout était sur le 30. C'était l'été de mes 30 ans, je devais partir en tournée, faire 30 spectacles en 30 jours. Et c'est inhumain. Je souhaite pas ça à personne. Je souhaite pas. J'ai eu des années à faire des 75 spectacles par année, 80 spectacles par année en déplacement. Et cette année-là, ça a été l'année de trop. Je voulais déjà prendre une pause pour m'occuper de mon père, mais j'avais des contrats. J'avais signé des contrats, puis il fallait que j'ai eu mes engagements et tout. Donc, je prends la route. C'était bizarre comme tournée. Je venais ici en Ontario, j'allais au Manitoba, après ça j'allais en France, après ça je revenais vers la Saskatchewan avant de revenir à Montréal. Puis le dernier concert que j'ai fait, c'était à Saskatoon. Et cette nuit-là, j'étais littéralement épuisé. Et dans mon sommeil, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit parce que je venais de rêver. Mon père était en situation d'itinérance, mais en très mauvaise santé. Et j'ai fait un rêve cette nuit-là. Et j'ai rêvé à mon père qui il m'a emmené, parce que moi quand j'étais petit, c'était légal. Aujourd'hui, moi, il m'a emmené dans des tavernes partout, m'assoyait sur le bord, puis avec un chip et du cœur, puis c'était ça. Il y avait l'enfant ici qui ont compris le même, j'imagine. Je me souviens parce que j'étais gros, j'étais haut comme la table de poule. La table de billard, c'était ma référence, mes yeux étaient là. Donc j'ai appris à jouer au billard de même. Et je me souvenais dans les tavernes quand j'étais petit. Et là, j'ai rêvé à mon père en plein milieu de la nuit qui était dans le fond d'une taverne comme ça. Et je marchais, il s'en virait vers moi avec les yeux pleins d'eau, il m'a dit j'ai le cancer. Et j'ai su ce moment-là que c'était pas juste un rêve. Et quand je suis revenu à Montréal, on est allé voir les médecins et tout. Et effectivement, il y avait un cancer du poumon, un stade 4, et je devais, là, ça me fait. Et en même temps, j'ai appelé mon équipe, j'ai dit ça y est, j'arrête tout, je lâche mon métier, je ne peux plus faire ce métier-là, je m'en allais lâcher au complet, j'étais plus capable de supporter la pression, le stress, de monter sur scène. Et j'ai crashé en fait. En disant ça, mon équipe, mon cœur s'est mis à palpiter, mon bras gauche était tout engourdi, puis j'étais comme ça y est, je vais faire une crise cardiaque. Je pensais que je ferais une crise cardiaque. Et j'ai appelé 911, et puis tout le côté gauche de mon corps paralysé. Ma jambe, mon visage, le côté gauche. Le seul réflexe que j'ai eu, c'était de barrer la porte de l'appartement et les paramédics, les pompiers, les policiers sont arrivés. Ils m'ont mis sur une civière, ils m'ont branché partout, j'étais arrivé à l'hôpital en ambulance. Puis je m'occupais de mon père, hein. Fait que mon père, je faisais toutes ses allers-retours à l'hôpital, j'étais comme son aidant naturel, je devenais aidant naturel. Mais là, c'est moi qui suis sur une civière à l'hôpital, puis le médecin vient me voir, puis il dit tout va bien. Il dit, t'es en parfaite santé, il dit, biologiquement, on fait une prise de sang, ton cœur, tu la patente, puis il dit, c'est dans ta tête. Il dit, t'as fait une grosse crise de panique, une crise d'anxiété. Il m'a dit, de quoi t'as peur? C'est la première fois de ma vie, je pense qu'on me demandait ça. Moi, je suis là à l'hôpital, puis je suis comme, pourquoi j'ai peur? Et là, j'ai compris. Soir après soir, c'est pas on monte sur scène, tu vois, il y a un tape blanc comme ça. Il y en a partout, dans tous les salles de spectacle de la planète, il y a toujours un tape blanc. C'est la ligne qui te fait monter sur scène où tu rentres dans l'éclairage et tout. Et à chaque soir, non, ça fait 20 ans que je fais ce job-là, puis à chaque soir, à chaque fois que je voyais cette ligne-là, j'avais la chienne de même. Puis quand je la passe, j'ai réalisé le plus grand rêve. C'est niaisement. Je fais des shows, je suis avec les musiciens, on fait de la musique, et puis je tripe, je devenais comme dans mon élément, mais ça me demandait énormément. Puis le jour où j'ai compris, j'ai fait, OK, je le sais maintenant que j'ai peur de ça. Et c'est devenu une adrénaline, c'est devenu, je la prends dans le meilleur sens que je peux. Et depuis ce jour-là, j'ai appris c'était quoi
Et au même moment, mon père m'appelle sur mon cellulaire, je suis à l'hôpital, il me dit « Hey, viens, j'ai mon congé, viens me chercher, je suis à un autre hôpital. » Un taxi, on est à un hôpital à l'autre bout de la ville. Mais bref, tout ça pour comprendre que ça a été le plus grand défi à ce jour encore. Que j'arrive à nommer, que j'arrive à me dire « Ok, ça me fait peur, mais je vais utiliser ça pour faire quelque chose. » Et ça fait partie encore de plus grand. Et vérité et réconciliation, pour moi, c'est comme, tu sais, la journée de Chantal Orange, on la connaît, tu sais, l'histoire de Phyllis Webster, qui est comme cette jeune fille, c'est devenu un peu un jeu de souvenir pour nous. C'est une journée de commémoration, c'est une journée où on... Puis, ce que j'aime aujourd'hui, et qu'on peut dire aux jeunes dans les écoles, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Moi, dans mon temps, c'était... Dans mon temps, je sais pas, j'ai 41 ans, je veux dire, quand j'étais au secondaire, pour moi, c'était... On n'avait pas, on n'entendait pas parler de ça dans les écoles, puis aujourd'hui, ça change. Les profs font une sacrée différence aussi avec les étudiants de conscientiser. Tu sais, Louis Riel avait dit, mon peuple va dormir pendant 100 ans, puis il va se réveiller par les auteurs et les artistes. Tu sais, 100 ans plus tard, c'est les auteurs et les artistes d'aujourd'hui qui éveillent certaines consciences, puis qui apportent une certaine vérité sur la place publique, sur l'histoire des premiers peuples. Et nous, ce qui est con, c'est qu'au Québec, on est face à un État qui refuse de reconnaître le racisme systémique. La chanson Génocide vient de là. Quand Joyce Echaquan est morte à l'hôpital de Joliette en direct sur Facebook, c'était... Joyce a été l'arbre devant une immense forêt. Joyce a représenté ce qu'était la rave des années 60 et ce qu'est le système de santé qui se sont excusés il y a 3 jours. Le système de santé canadien s'est excusé il y a 3 jours pour le sort réservé aux Premières Nations dans le système de santé. La dernière femme stérilisée de force a eu lieu en 2019 au Québec. Et ça écoute, le racisme systémique, c'est simple. Qu'on ait un premier ministre au Québec qui refuse de le reconnaître parce qu'ils ont une ligne de parti politique, ils se disent on n'ira pas là-dedans parce qu'on va traiter les gens de racistes. Il n'y a personne de raciste aujourd'hui. Il y en a, oui, mais c'est pas une question de racisme. C'est une question de... La loi sur les Indiens de 1876 a été instaurée au Canada pour instaurer un racisme systémique. On va tuer l'Indien à l'intérieur du système d'éducation. Point. On va prendre une génération complète, 150 000 enfants, on va les tuer par l'intérieur. C'était ça le but. Et ensuite, puis ça, c'est bon sur blanc, je veux dire, c'est écrit, c'est pas... Et ensuite, la rate des années 60, même chose. De 1960 jusqu'en 79, c'était légal par la médecine et les médecins de stériliser les femmes autochtones. Ils étaient backés par l'État. Il n'y avait pas de poursuite envers eux. C'est du trafic humain. Et parce que les enfants étaient envoyés dans la rate des années 60, googlez-le. Je veux dire, tout le monde a des téléphones intelligents aujourd'hui. Vous pouvez googler c'est quoi la rate des années 60. Les enfants étaient donnés en adoption dans des familles non autochtones. Au Québec, dans l'Ouest canadien, en Europe, aux États-Unis, ça coûtait 500$ acheter un Indien aux États-Unis à cette époque-là. Et ça, c'est la base même du racisme systémique. Génocide, la chanson Génocide vient de ça, d'essayer d'expliquer ça aux jeunes dans les écoles. On ne peut plus passer à côté. On ne peut plus. Le système de santé s'est excusé, ça fait 3 jours. Et c'est de ce que je vous parle. Et ça a duré pendant. C'est ce qui est fou, c'est que la rave des années 60, c'était une politique gouvernementale. Donc, l'Ordre des médecins, moi, là, quand c'est arrivé il y a 2 ans, okay, il y a un article dans Le Devoir qui sort en Journal de Montréal, dans la presse, là où il y a 22 femmes autochtones au Québec qui ont été stérilisées sans leur consentement. Ça sort des nouvelles pour la première fois. Je vois ça dans Le Devoir, je suis comme, wow, c'est gros, c'est énorme comme dossier. Suzy Basile, qui travaille à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est elle qui a fait l'enquête, qui a fait la recherche là-dessus, c'est bien documenté. On voit même les preuves de consentement. Et je lis la nouvelle, je suis comme... dans ma tête, je suis comme, je suis le seul, c'est qui est en train de capoter? Je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Ce soir-là, je me souviens, je suis avec ma famille, mes jeunes enfants, à 18h pour le téléjournal, je m'assois en famille, j'ouvre à 18h moins 5, j'ouvre les nouvelles, je me suis dit,
il y a quelque chose d'important aujourd'hui qui se passe. J'ouvre la télé, je veux le voir avec mes enfants, je veux leur montrer, parce que ça sort dans les journaux. Et à 18h, j'ouvre la télé, et au Québec, cette journée-là, au Saguenay, il y a eu des vaches qui se sont enfuies d'un enclos. Et ça a fait la une des nouvelles. Et on n'a jamais parlé des 22 femmes autochtones qui avaient été stérilisées sans leur consentement. Alors que la dernière, ça a été fait en 2019, juste avant la pandémie. C'est pas si loin que ça. Alors, il y a souvent ces situations-là au Québec. C'est pour ça que dans la musique, j'ai choisi d'utiliser la musique pour passer des messages. Puis dans ma musique, ben, même si elle est remplie de vérité, elle est directe, des fois elle peut être brutale, mais j'ai jamais choisi un angle où je voulais être vulgaire, agressif ou violent. C'est pas ça que j'ai choisi. Parce que les Premières Nations, la grande majorité que je connais, sont pas comme ça. Tu sais, regardez toutes les marches qu'il y a eu quand Jersey Chapeau est morte, tout s'est fait de façon pacifique. Il y a toujours eu une réflexion derrière. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère m'ont toujours enseigné cette... Il y a toujours une résilience. Il y a toujours une façon où... Et l'angle que j'ai choisi dans ma musique, ben, ça ouvre un dialogue. Et ça, je trouve ça pas mal plus important, je trouve ça plus fort que d'utiliser une chanson. Puis beaucoup disent, ah, le rap, c'est violent, le rap, c'est si... Non, le rap, c'est du rhythm and poetry. Le rap, c'est... J'aime le rap conscient. J'écoute pas nécessairement le rap pour du rap. Je veux dire, il y a toutes sortes de rap, mais pour moi, c'est rhythm and poetry. Ça doit... Il faut l'utiliser de cette façon-là. Puis quand j'entends des histoires comme ça et quand je regarde l'histoire de notre pays, c'est tellement important de connaître ces choses-là et d'être à une époque aujourd'hui où on se dit on peut pas, on ne savait pas, ça a plus sa place. Ça a plus sa place. Et dans les écoles, tu sais, il y a des jeunes où je me permets de leur dire des fois, tu sais, vos profs d'histoire vont vous dire que Christophe Colomb est découvert l'Amérique. C'est faux, guys. Vous avez le droit de dire à votre prof d'histoire que les Premières Nations ont découvert Christophe Colomb. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, c'est la décolonisation. Aujourd'hui, c'est à notre tour de raconter notre histoire. Et ça prend notre point de vue pour qu'il y ait une réconciliation en soi. Il faut être capable d'avoir le point de vue de l'autre, qu'il y ait un réel échange. Tu sais, une chose, je peux me permettre, je dépasse un peu de la question de génocide, mais c'est pas génocide, il n'y a pas d'autre mot. La loi sur les Indiens. Les jeunes dans les écoles en prennent plus sur le régime d'apartheid en Afrique du Sud et Nelson Mandela. Mais on oublie que le régime d'apartheid sud-africain a été inspiré par la structure de la loi sur les Indiens d'ici. Si on veut voir la loi sur les Indiens sur papier, la seule place où on peut la voir sur la planète, c'est en Afrique du Sud, dans un musée. Parce que c'est ce qui a inspiré le régime d'apartheid sud-africain. Et quand Nelson Mandela a été libéré de prison et qu'il a repris le pouvoir, qui s'est relancé en politique pour prendre le pouvoir, le régime d'apartheid a été aboli et les Canadiens ont été derrière et sont allés applaudir le geste. Je crois que c'était Brian Mulroney à l'époque. Ils sont revenus au Canada s'asseoir sur exactement la même loi qui avait inspiré le régime d'apartheid sud-africain. Et les jeunes dans les écoles n'entendent pas parler de la loi sur les Indiens, mais entendent parler de l'histoire de l'Afrique du Sud. Ça, c'est pas normal. Et il y a des choses comme ça, tu sais, je dis c'est des petits détails, en fait c'est des gros détails, c'est des petites choses qu'on peut apporter dans les écoles pour qu'il y ait, à un moment donné, une génération qui fasse comme, c'est ça notre histoire, parce que ça nous concerne. Moi je tripe de voir des gens non autochtones porter un t-shirt orange le 30 septembre, tu sais, parce que c'est notre histoire commune. On a cette histoire-là, c'est un devoir de mémoire, c'est l'histoire, puis même les nouveaux arrivants, il y a des gens qui choisissent de venir s'installer ici et qui en connaissent plus qu'un Québécois de souche. Tu sais, ça, moi, à chaque fois, je suis comme, wow, tu sais, je trouve ça fascinant. Donc, je trouve ça important que l'art serve à quelque chose, que la musique serve à quelque chose. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, on a accès à beaucoup de musique autochtone, de cinéma, de littérature, d'exposition, il y en a plein, et c'est beau. Puis je peux mentionner aussi que les médias sociaux aident beaucoup dans cet apprentissage-là, dans certains cas. Oui et non, je suis sûre que... Mais les jeunes, la génération Z, les gens qui sont en train de rentrer dans les marchés du travail, c'est des gens qui cherchent la vérité, la transparence, les vraies choses. Puis, ils n'auront pas peur
de noter les gens sur des choses qu'ils apprennent, que ce soit par des créateurs de contenu autochtones, il y en a beaucoup, puis ils sont très suivis. On peut dire que sur les peuples autochtones, des fois on en apprend plus sur les réseaux sociaux qu'on en apprend sur les bancs d'école, à l'école secondaire, à l'école élémentaire. C'est ça, l'art, la musique, les bonnes personnes sur les médias sociaux, c'est tous des gens importants pour transmettre des messages de vérité, de réconciliation. Il faut quand même faire attention, parce que les réseaux, moi j'appelle ça les réseaux antisociaux, ça nous a tellement lancé antisocial. C'est vrai, les gens des écoles. Moi, mon fils, là, il a 17 ans, son TikTok. Hey, je te pitcherais ça au bout de mes bras, des fois. J'ai même voulu le payer pour travailler son cellulaire. Il a plus passé de temps sur TikTok. Je comprends pas. Faut que ce soit. Excusez, je suis en train de parler de mes enfants depuis là. Mais c'est un bon exemple, tu sais, ça me fait capoter comment l'algorithme cible et choisit. Il y en a qui deviennent un peu plus nono, je pense, avec les réseaux antisociaux, malheureusement. Mais oui, si c'est un outil, ça peut être un outil extrêmement puissant et puis on peut s'en servir comme il faut, c'est important. Je trouve ça vraiment important. Puis j'aime utiliser plus mon téléphone pour de la lecture, des résumés de livres, de choisir ce que j'ai envie d'avoir comme contenu, que de. Hey, c'est facile de se laisser aller sur des reels de bébés qui se pètent la gueule. C'est drôle. Je veux dire, on a du fun à regarder ça, puis on se partage ça. Tu sais, c'est divertissant. C'est un peu notre façon comme on zappait quand on était ado, on zappait la télé. Aujourd'hui, on swipe. Mais, pourquoi on parle de ça? Mais ouais, il y a du bon. Il y a vraiment du bon, puis. Il y a du. On s'isole avec ça, hein? On se parle plus. Les jeunes ne se parlent plus, les jeunes sont isolés, sont de plus en plus seuls à cause de ça. Moi, je trouve que c'est à double tranchant parce que. Je sais pas, moi je suis peut-être de la génération qui est grandi avant Internet. On est la dernière, j'ai l'impression, de ceux qui ont mon âge, la quarantaine, mi-quarantaine, fin trentaine, on a tout vécu avant Internet. Puis, il y en a d'autres que je vois qui c'était même avant le téléphone. Mais j'ai réalisé que j'allais à l'Abitibi l'autre jour, pas l'autre jour, c'était au début de l'été. On s'en va à l'Abitibi, puis là, les deux plus jeunes posent pipi, on arrête à grand remous. Et on arrête, puis on s'en va tous dans la salle de bain avec les enfants, puis mon ado, tu sais, qui est sur son cell, il va essayer du réseau. Puis là, il y a une cabine téléphonique. Puis j'étais comme, hey man, j'ai dit ça, j'ai dit, moi, c'était ça, là. Moi, je mettais 25 cents là-dedans, j'allais rejoindre des amis au carrefour de l'Estrie, j'habitais à Sherbrooke quand j'étais ado. Puis j'allais rejoindre des amis, puis on se donnait rendez-vous. Telle place devant. Puis là, il me regarde, puis il dit, c'est quoi ça? Une décoration. Ben pour lui, c'était un décor de cinéma. C'était complètement inutile, téléphone avec un fil, tu sais, puis alors que c'est lui, j'ai l'impression qu'il est plus filé à quelque chose, puis prisonnier de quelque chose, alors que j'ai l'impression que ces téléphones-là nous donnaient une certaine liberté. On appelait nos amis adolescents, où on parlait là-dessus, puis on se rejoignait au parc, puis c'était ça, là. Fait, les gens, faites attention, c'est ça, je pense qu'il faut faire attention. Je te promets, il y a des bonnes personnes. Il y a des super bonnes personnes. Il y a du très très bon contenu. Il y a beaucoup de médecins que je suis. Il y a beaucoup de c'est ça. Oui, tu as raison. Tu as entièrement raison là-dessus. Mais c'est juste, je pense que j'ai un ado. Et je vois aussi l'envers du décor. Puis ça peut. Ouais, c'est ça. Mais je te donne un exemple. Hein. Mon fils, 17 ans, quand c'est jeune. Lui, là, il a passé son secondaire comme une bonne, ok? 90%, 92% dans toutes ses matières. Il était super bon au secondaire, académiquement parlant, ok? Il est normal d'après la société, ok? Mon neveu, 18 ans, lui, il est Asperger. Léger, forme d'autisme. Lui, là, les réseaux sociaux, il s'en fout, il n'a jamais été là-dessus, il ne connaît pas ça. Il est Asperger, tout son secondaire, lui, là, il a eu des 30%, 40%. Il n'a jamais passé rien. Il n'avait pas il comprenait pas.
Il ne comprenait pas. Alors que pendant son secondaire, il réparait des moteurs d'auto. Il réparait le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle de ma mère, il avait 7 ans, je pense. Il réparait le lave-vaisselle de ma mère en 5 minutes. Il rentrait dans le sous-sol d'une maison et il savait quel fil allait dans quelle prise de courant dans la maison. Il a le cerveau d'un ingénieur. Il est Asperger, il est tellement focus dans ce qu'il fait, il n'a jamais été capable académiquement de réussir là où mon fils a réussi. Mon fils, j'ai donné un marteau à un moment donné pour qu'il vienne m'aider à construire mon studio d'enregistrement. Yo, c'était dangereux. Okay? C'est ça aussi. Il y a ça, moi j'ai l'impression que, je veux dire, l'intelligence, il est super brillant, mon garçon, il est ultra intelligent. Il peut faire des études, il rentre au cégep, il va aller à l'université. Mon neveu, il est cerveau d'ingénieur, il ne pourra jamais aller au cégep de sa vie. Jamais on lui a donné les notes. On l'a remis dans un programme en secondaire 3 pour avoir un diplôme d'études professionnelles. Lui, on a fait, tu ne peux pas aller plus loin que ça dans tes études, alors qu'il est brillant. Tu le mets dans une classe avec des ingénieurs, puis il va comprendre. Manuellement, il va comprendre, il va être capable d'inventer quelque chose peut-être un jour. Mais jamais notre système d'éducation a fait que lui a une valeur ajoutée. Mais notre système ne le valorisera jamais parce qu'il est différent. Alors que mon fils a réussi partout là où mon neveu a échoué. Les deux ont grandi ensemble, ils sont super proches, c'est comme deux frères. Mais aujourd'hui, ce qui est con, c'est que les réseaux sociaux sont en train de les séparer à des niveaux opposés. Là où ils ne s'entendent plus aujourd'hui. 17-18 ans, Lucas qui a passé du temps à la maison, emballé qui est dans une autre planète, sur une autre planète. Lucas est sur une autre planète. Un peu à cause de ça. Et c'est là où je dis des fois qu'il faut faire attention parce que les deux s'entraidaient tout le temps. Tu sais, les deux avaient des forces très complémentaires pendant qu'ils grandissaient. L'un pouvait toujours aider l'autre. Puis à un moment donné, ben, mon garçon est parti sur des TikTok et des trucs qui... C'est leur ère, c'est leur génération. J'en vois des plus jeunes qui... Vous savez de quoi je parle, je veux dire, je peux pas... tu sais, toi qui filmes depuis tantôt, je sais pas ce que tu vas faire avec ça. Ça me surprendrait que ça tombe chez vous à écouter ça, moi, tu sais. Je sais pas, je te taquine, je te taquine. Mais c'est ça, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Mais voilà.